Henri Isaac. Bonjour Jean-Philippe. Henri Isaac, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Vous êtes vice-président de Renaissance Numérique. Auteur dans la Revue française de gestion, dossier spécial consacré aux nouveaux enjeux de la souveraineté, c'est le numéro 305, un article passionnant. Donc il faut lire absolument quelle souveraineté numérique européenne. Là, on n'est pas sur le pointillé, là on est au cœur du sujet actuel. On va essayer de comprendre d'abord ce que vous nous expliquez. Je vais prendre un tableau pour être plus précis. Le tableau 2, page 73, et en le commentant, vous dites que le budget R&D de Google équivaut à lui seul au budget de la recherche publique française en 2020. Et quand on prend l'ensemble des budgets européens, c'est 7 fois le budget européen de la recherche pour l'année 2020 quand on prend le cumul de dépenses des R&D, des super plateformes, Google, Facebook, ByteDance, Tencent, Microsoft, Alibaba, Apple. Comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que, tant du côté américain que du côté chinois, il y a eu une compréhension assez rapide dans les années 90 du pouvoir infrastructurel que le numérique pouvait représenter pour mener à bien des stratégies de puissance et des stratégies de conquête économique. On se souviendra peut-être des discours des autoroutes de l'information de Al Gore qui a fait le tour du monde en vendant une utopie collective sur les autoroutes de l'information. Les Américains avaient une véritable stratégie de développement économique et de développement de puissance autour du numérique dès cette époque, dès la fin de la guerre froide. Les Chinois, eux, ont utilisé le numérique aussi très rapidement, puisque pour répondre aux Américains, dès les années 99, ils ont une doctrine militaire en termes de réponse militaire dans le cyberespace, et puis leur entrée dans l'OMC s'accompagne aussi d'une modernisation des infrastructures d'exportation. On connaît tous le succès de Alibaba. Alibaba a été la plateforme par laquelle on a, en Chine, internationalisé les PME chinoises et leur donner un accès au marché. Donc dans ces deux États, nations, continents, on a des deux côtés, entre nous, l'Europe, des visions et des pensées stratégiques de à quoi le numérique peut servir, et on les voit surtout comme une infrastructure à la base d'un pouvoir. C'est fascinant, toute une réflexion qu'on va creuser ensemble autour des travaux de Michael Mann, justement, sur le pouvoir infrastructurel. Avant d'aller jusque-là, c'est Servan-Schreiber, en gros, le défi américain, ce que vous nous dites, c'est on n'est pas sorti de ça. Et là, aujourd'hui, on a le double défi sino-américain. Voilà. Et en fait, l'Europe est toujours effectivement, l'ouvrage de Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'est un constat de l'écart qui existe en 1967 entre l'Europe et les États-Unis, après qu'il ait visité la Silicon Valley et qu'il ait découvert l'industrie des microprocesseurs et le décalage absolu qu'il constate à l'époque déjà sur l'aspect numérique. Et c'est le résultat d'un programme militaire extrêmement important où globalement la défense américaine, pour mettre en place ses systèmes anti-aériens et anti-missiles dans le cadre de la guerre froide, a fait émerger une industrie des microprocesseurs qui a pris place dans la Silicon Valley et qui a donné des entreprises comme Intel par le biais de Fairchild et qui a donc donné naissance à une première vague d'entreprises numériques qui va fonder la deuxième, celle de l'informatique, et qui fondera la troisième, celle du numérique. Et les Chinois, sur cet aspect, n'ont pas, eux, complètement réussi à produire une industrie équivalente, capable de rivaliser avec celle des Américains sur les microprocesseurs. Mais comme souvent, ils ont sauté des étapes et ils sont allés à l'étape des services immédiatement. Et ils ont bâti des plateformes, vu la taille de leur pays et le nombre d'utilisateurs de leurs plateformes, qui ont très vite été des plateformes de taille mondiale et qui aujourd'hui s'attaquent précisément au marché américain. On peut penser à l'offensive dans le cas des réseaux sociaux, et notamment à TikTok, qui est le vecteur de la pénétration chinoise dans l'Occident. Et donc, oui, dès 1967, il y a un constat d'un écart. Il y aura un deuxième écart à la fin des années 90 dans la construction et le choix des protocoles qui vont permettre à l'interconnexion des réseaux. La France a défendu pendant très longtemps le protocole X25, un protocole issu du monde des télécoms, quand les Américains, dès 1983, optent pour le protocole informatique TCP/IP.
qui va devenir la norme internationale pour interconnecter les réseaux et donc l'infrastructure de base d'Internet. Et donc on s'est épuisé parfois dans des combats un peu vains qui ont conduit à beaucoup de retard et qui n'ont pas permis en Europe de finalement faire émerger une industrie numérique à l'égal des Américains ou à l'égal des Chinois. C'est absolument passionnant parce que ce que vous nous dites finalement, on sait tous, on a tous en tête l'IA, on a tous en tête aujourd'hui le quantique, enfin tous les grands enjeux technologiques à venir. Et ce que vous nous dites, c'est là qu'il y a un virage qu'il ne faut surtout pas louper, quoi. Alors, la question, c'est quelle souveraineté veut-on construire ? On a une vision européenne très fondée sur le pouvoir d'un État, et sa souveraineté s'exprime par « je définis les règles du jeu dans un espace territorial que je maîtrise et je contrôle », donc c'est « je fais les normes et la loi ». L'Europe a développé récemment un cadre dans le numérique avec deux textes, le DMA et le DSA, pour tenter de réguler et de contenir, on va dire, les grandes plateformes internationales dans son territoire. Pour autant, si on suit Michael Mann, que j'ai utilisé pour analyser cette question, Michael Mann, il dit que le pouvoir d'un État, c'est deux choses, le pouvoir régalien, donc définir les normes, et le pouvoir d'infrastructure, c'est-à-dire contrôler et développer et exercer le pouvoir au travers d'infrastructures. Alors lui, il le fait dans une perspective historique. Ce qui m'intéressait, c'est de poursuivre un peu sa réflexion pour dire aujourd'hui, il y a eu des infrastructures maritimes, il y a eu des infrastructures énergétiques, il y a eu des infrastructures de communication routière et ferroviaire. Aujourd'hui, dans un monde connecté, les infrastructures, ce sont le contrôle des réseaux d'information. Et donc, ce sont à la fois des choses très matérielles comme les data centers, les grands réseaux, d'interconnexion des data centers au niveau mondial, et ça, les Américains ont beaucoup de longueur d'avance, notamment sur les Chinois. Et au-dessus de ces infrastructures matérielles, il y a tout un ensemble d'infrastructures servicielles qui viennent parfois concurrencer les services publics, souvent produits par les États, notamment dans, on va dire, les sociodémocraties européennes, où les États ont produit ces services. Et globalement, ces plateformes viennent souvent empiéter sur les services publics produits par les États. Et donc c'est là où on constate, et on l'a vu durant le Covid, la dépendance que l'Europe a construite avec ces grandes plateformes, soit américaines, soit chinoises, pour exercer tout simplement les missions de service public et qui ont nécessité l'usage de ces plateformes. Et où globalement, l'Europe n'a pensé que pouvoir régalien et n'a pas pensé de développer ses propres infrastructures. Et les infrastructures, ce n'est pas simplement des data centers et du matériel, c'est la couche supérieure, c'est-à-dire celle des services, celle qui instruit des services et au travers de règles qui sont aujourd'hui celles du code informatique, celles des algorithmes. C'est aussi des métriques nouvelles. Le numérique est venu avec des constructions de la réputation, des notations qui sont devenues généralisées dans nos consommations, qu'elles soient d'évaluer une course d'un chauffeur, d'évaluer un produit. Et donc toutes ces métriques ont construit et organisé les échanges. Et les États, finalement, sont absents de cette régulation des échanges parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout cette grammaire des échanges que les plateformes ont introduit grâce à leur pouvoir infrastructurel. C'est ce qui est absolument passionnant quand on vous lit. On a tous en tête le discours politique sur la souveraineté, la nécessité de la souveraineté, les États qui sont mis à mal par les plateformes. Ce qu'on comprend avec l'idée de pouvoir infrastructurel, c'est qu'il y a un pouvoir infrastructurel des plateformes contre les États. Alors contre le pouvoir infrastructurel des États. Alors oui, tout à fait, mais si on prend les grands rivaux géostratégiques de l'Europe, que sont les États-Unis et la Chine, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a face à nous deux grands types d'États qui organisent ces infrastructures qui sont produites par des entreprises privées, dans des modalités politiques certes totalement différentes entre la Chine et les États-Unis, mais vous avez un modèle américain dans lequel l'État finance les universités et la recherche fondamentale au travers de tout un tas de programmes, notamment de programmes militaires, qui ont donné la première vague des microprocesseurs, qui ont donné la deuxième vague du numérique. Ça débouche sur un pouvoir économique, puisque ensuite il y a une valorisation de cette recherche par une industrie du financement de l'innovation, qui est ce mécanisme américain du VC qui va de l'IPO qui va du business angel jusqu'à l'IPO. Et puis de l'autre côté, en Chine, vous avez un pouvoir central, le Parti communiste chinois, qui prend des décisions et qui finance des entreprises privées comme Alibaba, comme Tencent et bien d'autres qui ont donné naissance à des géants. Et donc je crois que là où
on a du mal en Europe à comprendre comment on fabrique cette souveraineté infrastructurelle. C'est que tant en Chine qu'aux États-Unis, ce ne sont pas les États qui la fabriquent directement. Ils prennent et organisent des décisions qui permettent à des entreprises privées de faire émerger ce pouvoir infrastructurel qui leur donne un pouvoir aussi bien au sein de leur État qu'en dehors au niveau mondial. Et je crois que l'Europe peine à comprendre qu'il y a besoin d'imaginer une articulation du pouvoir régalien et du pouvoir infrastructurel, notamment entre la sphère publique et la sphère privée, et de trouver une voie européenne dans cette articulation. Alors peut-être que c'est la voie américaine dont on est plus proche, puisque politiquement on a quand même une histoire un peu commune. C'est moins le cas avec la Chine, mais l'Europe n'a pas su définir aujourd'hui comment elle produirait et elle financerait son pouvoir infrastructurel dans le numérique. C'est absolument passionnant. Il faut vous lire dans la Revue française de gestion. Quelle souveraineté numérique européenne, on est au cœur de l'agenda politique. Merci Henri Zinc. Merci Jean-Philippe.